Bonjour et bienvenue sur Balance ton fleu, le podcast de référence qui vous fait découvrir la pluralité du monde du français langue étrangère. Nous sommes Lisa et Zoé, toutes les deux passionnées de FLE et de sociolinguistique. Nous vous invitons à découvrir les différentes facettes de ce domaine à la fois singulier et pluriel. Découvrez les coulisses du podcast sur Instagram. Suivez notre actualité sur LinkedIn. Retrouvez du contenu exclusif via notre newsletter, le lien se trouve en barre d'infos. Et pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à nous suivre et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Bonne écoute! Dans le cadre de l'appel à projet Diversité 1+, soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand, nous sommes partis à la découverte de la future Cité internationale de la langue française. L'ouverture est prévue pour le printemps 2023. En seconde partie de cet épisode, Virginie Sassier-Lacour nous décrit le parcours permanent du château de Villers-Cotterêts, future Cité internationale de la langue française. La francophonie et, de manière plus générale, la diversité linguistique se trouvent en effet au cœur de ce projet. Pour cette deuxième partie consacrée à la Cité internationale de la langue française, nous retrouvons Virginie Sassier-Lacour, en charge du projet Villers-Cotterêts à la direction du développement culturel et des publics pour le Centre des monuments nationaux. Virginie, bonjour. Bonjour. Alors, au cours de la première partie de cet épisode, nous avons pu échanger avec Valérie Senghor, qui nous a présenté la Cité internationale de la langue française dans son ensemble. Aujourd'hui, nous allons découvrir avec vous le parcours permanent de la Cité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser la question suivante, que j'ai également posée à votre consoeur. Quel est votre rapport personnel à la langue française ? Alors, la langue française, c'est ma langue maternelle et je vous avoue que c'est comme elle fait partie de moi, je me suis jamais questionnée sur, un rapport avec cette langue. Ce que je peux vous dire de manière un peu spontanée, c'est que, mon rapport avec la langue, j'y trouve une très, très grande richesse à travers plutôt la lecture et l'écriture, en langue française et que c'est là où j'identifie, toute sa richesse, sa diversité et ses usages. Et c'est dans des lectures, diverses et variées que vraiment, je mets un peu de distance, avec cette langue, maternelle et que, j'en apprécie, toute la finesse et la richesse. Revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle exactement le parcours permanent de la Cité internationale de la langue française ? Le parcours permanent, on peut l'envisager sous plusieurs formes. Alors déjà, c'est quelque chose qui va s'installer physiquement dans le château de Villers-Cotterêts. Donc, ça veut dire que c'est, tout un étage, de ce bâtiment, de ce logis royal qu'on investit. C'est 1 200 m² qui sont à notre disposition pour, évoquer, cette langue française. Et ce parcours, nous emmène plutôt dans un voyage à travers, la langue et en envisageant cette langue toujours en rapport avec d'autres langues et avec le temps qui passe, avec, toutes les évolutions de la langue qu'on peut imaginer et l'espace, la géographie de cette langue. Donc, on est sur à la fois, quelque chose d'extrêmement physique que les visiteurs pourront découvrir en venant à Villers-Cotterêts et puis cette notion de voyage, d'où le mot parcours qui est peut-être un peu institutionnel. On travaille à la question de la manière dont on va intituler, ce parcours, l'aventure d'une langue, voilà, c'est aussi un voyage, dans la langue. Si je peux me permettre, est-ce qu'on pourrait résumer ce parcours permanent comme le musée de la langue française ou un musée de la langue française ? Alors on évite, tout à fait de parler de musée. Mmh. Un musée, dans sa définition stricte, c'est un lieu qui possède des collections et qui Oui. les présente au public. Donc là, on est dans une forme plutôt hybride dans ce grand parcours. C'est-à-dire qu'on évoque un sujet très immatériel qui est la langue, à travers
certes des objets qui sont prêtés par des grands musées nationaux, des institutions internationales. On présente aussi des documents, alors qu'on ne pourra pas présenter très longtemps parce qu'ils sont fragiles, donc on remplacera ensuite par des facsimilés. Cette déambulation est principalement structurée par une soixantaine de dispositifs numériques, c'est-à-dire sonores, multimédia et interactifs ou audiovisuels. Et donc, on n'est pas dans un musée, D'accord, OK. on est dans un espace d'interprétation, de Mmh. découverte de la langue. Et quand vous dites, dispositif, qu'est-ce que vous entendez exactement? Ça va être des installations? Ça va être, Alors, c'est un peu tout ça, c'est-à-dire que nous, ce qu'on appelle dispositif dans notre jargon de production d'un parcours de Mmh. visite, ce sont des outils de médiation qui utilisent donc pour beaucoup le numérique et qui ont la forme soit de points de consultation individuels ou semi-collectifs, comme peuvent l'être des films, des interviews, Mmh. mais ça peut être aussi des installations beaucoup plus collectives où là, la scénographie prend une place très importante, consultations sonores, par exemple, de l'ensemble des langues régionales parlées en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins. Ça peut être vraiment des éléments de médiation qui utilisent des outils assez variés en Oui. définitive et qui sollicitent beaucoup les sens, Mmh. la vue, l'audition, parfois le toucher, et donc on est vraiment dans une proposition très, très variée. Et est-ce que vous espérez, avec ce genre de dispositif, attirer et intéresser surtout les plus jeunes? Hein? Quand je dis les plus jeunes, je parle vraiment des enfants à partir du peut-être, CE2. Alors la proposition du parcours, a dû répondre à une nécessité de pouvoir accueillir tous les publics. Mmh. Donc, on a vraiment, travaillé sur des dispositifs de médiation qui, essayent de s'adresser à tous. Certains sont plus spécifiquement conçus pour un jeune public, mais ils ne constituent pas l'ensemble de la proposition de parcours. On a veillé à avoir des éléments qui peuvent effectivement s'adresser aux plus jeunes. Et on avait cette obligation, enfin c'était pas une obligation, c'était cette volonté de présenter de la médiation à des visiteurs qui sont francophones ou en tout cas Mmh. ont un intérêt pour la langue française, qui la maîtrisent peut-être pas complètement, mais qui peuvent en saisir la musicalité, attraper des éléments de sens, Mmh. et donc tout ce qu'on peut convoquer comme appui visuel, filmiques, sont présents justement pour pouvoir aussi accueillir des publics qui n'ont pas une familiarité, extrême avec la Mmh. langue. Et alors bon, on a déjà beaucoup d'éléments, d'information, mais est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me décrire, disons en détail le parcours permanent? Alors bien sûr, sur le site internet, on peut trouver un plan avec chaque salle, mais voilà, c'est un voyage dans le temps? C'est un voyage thématique? Alors c'est un peu tout à la fois. Mmh. Le parcours, permanent de visite a été, dans son propos, scientifique, a été, élaboré par un commissariat, scientifique, composé d'une académicienne, d'un barakassin, du responsable du festival de la francophonie de Limoges, d'un conservateur du patrimoine et puis de Xavier Nort qui assure, le pilotage de ce commissariat qui est un ancien délégué général à la langue française et aux langues de France. Donc il a fallu d'abord construire le propos du parcours et il s'est inscrit dans un espace physique et donc il a très vite été, articulé en 3 parties. Donc, une partie qu'on a intitulée «Une langue monde» et qui évoque le français, aujourd'hui, dans tous ses états, à la fois, matériaux, de création, mais également de diffusion, enfin il est implanté, mondialement, et puis on revient aussi dans cette séquence sur, la langue monde sur, mais pourquoi le français s'est-il, diffusé de cette manière dans le monde, avec une salle qui est consacrée plutôt à cette, histoire des Lumières
jusque, en passant par la colonisation et puis la décolonisation et la place de la langue dans ces grandes périodes historiques. Donc ça, c'est la première partie qui fait la place pour le visiteur qui va arriver dès l'entrée, dès la première salle, à vraiment la création en langue française avec un très grand espace qu'on appelle au château la salle des comédies. La tradition voudrait que ce soit à cet endroit que Molière ait présenté les premières scènes du Tartuffe. En tout cas, voilà, c'est un espace qui est particulièrement imposant. Et dans cet espace, le visiteur va vraiment entrer dans ce parcours sur la langue par cette entrée plutôt de l'art et de la création en français. Et en embrassant création vraiment dans une ambition très francophone, puisque présente à la fois une bibliothèque avec une ambition un peu démesurée et sans doute idéale, hein, d'avoir une sorte de bibliothèque idéale francophone. Évidemment, on n'y arrivera pas, mais en tout cas, c'était qui nous a un peu guidés. Et puis de découvrir cette richesse de la langue quand elle est appropriée par des artistes sur les différents supports, que ce soit cinéma, musique, littérature, voilà. Donc vraiment l'entrée dans le parcours se fera par cet axe créatif. Et ensuite, on montrera dans cette séquence-là la diffusion de la langue dans le monde, le rapport que les francophones ont avec la langue française, qui est un rapport à la fois, enfin, qui est très intime et qui fait l'objet d'anecdotes et de témoignages sur leur lien avec la langue, et de montrer que la langue française s'est diffusée vraiment également et a investi d'autres langues avec un certain nombre de mots définissant des idées, des objets liés à la mode, à l'architecture, enfin voilà. Et on a cette dernière salle qui revient sur l'historique de cette diffusion mondiale. Donc voilà pour la première séquence. Il faudrait vous montrer des images puisqu'on commence à en avoir, mais vous viendrez à la cité pour, C'est prévu. pour les voir. Et puis la deuxième partie, le souhait a été de montrer la langue, comment elle se réinvente. Elle s'invente et se réinvente de manière continue. À la fois, cette langue, elle est poreuse aux autres langues, c'est-à-dire que son corpus s'enrichit de mots, d'expressions des autres langues. Et ça, c'est le cas depuis des siècles, c'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas figée, elle s'enrichit. Cette langue, elle évolue également dans le temps, dans sa musique, dans sa prononciation. Donc là, même chose, on aura un très joli, alors je vais répéter le mot dispositif parce qu'on n'a pas tellement d'autres mots pour les décrire, mais qui nous permettra d'entendre la manière dont on pouvait prononcer le français au IXe siècle, au moment du serment de Strasbourg, en passant par Jeanne d'Arc, la manière dont elle pouvait s'exprimer en français, François Ier évidemment, et puis en terminant par Léopold Sédar Senghor ou Colette, c'est-à-dire d'entendre vraiment cette évolution de la musique de la langue au cours des siècles. On montre également dans cette séquence comment la langue, le rapport dans la langue entre la norme et l'usage. C'est-à-dire que pour en faire un instrument de communication partagée, il faut forcément normer et codifier. Donc avec le rôle important de l'Académie française, mais aussi de d'autres institutions, avec les outils extrêmement connus de tous que sont les dictionnaires, les grammaires, et puis les exercices associés de dictée, c'est-à-dire voilà, de montrer comment se forme cette norme, et de montrer aussi, sans les opposer, comment l'usage est constamment en train de modifier, de faire évoluer cette norme, avec les sujets aujourd'hui sur la question des niveaux de langue, du genre, des mots, voilà, en abordant des sujets contemporains sur les usages actuels de la langue, sur les accents, enfin voilà. Et on a également mis en place dans cette grande séquence un espace de jeu où les visiteurs seront amenés à s'affronter,
à jouer ensemble, Mmh. à s'allier autour de jeux vraiment autour des mots. Donc là, je laisse la surprise, je ne décrirai pas Mmh. l'ensemble de ces jeux. Et pour terminer sur cette question de l'invention continue de la langue, évidemment, on parlera de l'invasion de Mmh. l'anglais dans la langue française, alors qui, comme on l'a montré, est quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'il y a des échanges, des intégrations de mots de l'anglais depuis toujours. Il y a même des allers et retours, assez importants entre le français, l'anglais et le français. Et là, on montrera que dans nos usages quotidiens, on est souvent amené à utiliser, des mots anglais et on Mmh. invitera les visiteurs à essayer de trouver, à choisir, à voter pour un mot français qui leur paraîtrait tout à fait, pertinent et Mmh. adapté pour venir remplacer, un usage, répandu d'un mot anglais. Et enfin, on terminera cette séquence sur la langue de Molière, non pas pour pointer le fait que, cette langue de Molière est une, langue, extrêmement correcte, extrêmement codifiée, comme d'ailleurs on emploie le terme, il parle la langue de Molière, c'est en général on dit qu'il parle un français, tout à fait châtié, mais de montrer, à l'inverse combien Molière a intégré dans ses pièces une langue française qui était déjà extrêmement diverse, avec des expressions régionales, Mmh. des sabires qui mélangeaient français-latin, des niveaux de langue, il joue aussi sur les niveaux de langue, c'est-à-dire de montrer cette variété chez Molière pour montrer que en cela il est tout à fait moderne, puisqu'on est aujourd'hui dans cette même diversité de la langue. Je trouve ça passionnant et je peux pas m'empêcher de penser à mes apprenants de français en Allemagne qui, ont de grosses difficultés à saisir. En français, c'est assez unique cette différence entre la norme et les usages et je suis sûre alors qu'ils ne parlent pas français couramment pour certains, je suis sûre qu'un parcours permanent comme celui-ci, va les passionner. J'en suis persuadée, je trouve ça passionnant. Et vous, est-ce qu'il y a une salle, une étape, un dispositif qui vous plaît particulièrement? Est-ce que vous avez une petite faiblesse, un petit faible pour une de ces activités ou thématiques? Alors, c'est vrai que je me suis pas posé la question, parce qu'on est en plein en plein dans la production. En fait, j'aime beaucoup, les 2 dispositifs qui vont prendre place dans cette salle sur la langue de Molière, Mmh. parce qu'elle fait appel à la fois à un apprentissage qui est très scolaire, enfin, en tout cas qui Oui. l'est pour moi. Je pense que les jeunes élèves, apprennent encore, lisent encore des pièces de Molière, c'est sûr. Et de relire, de revoir Molière à l'aune de la question de la langue française, qui est une Mmh. lecture que moi j'avais jamais faite dans mon parcours scolaire Oui. et je trouve ça, particulièrement intéressant et le fait, parce que cette salle elle est à la fois sur, le texte de Molière, classique avec, Mmh. justement, fait apparaître sa diversité de la langue et on a demandé à des auteurs francophones de réinterpréter un extrait des femmes savantes et de recréer en fait des scénettes qui ont pour source initiale cet extrait des femmes savantes où en fait c'est le registre, c'est les maîtresses qui reprochent à leurs servantes de mal parler le français. Donc là, on a des questions sur les différences sociales, sur les niveaux de langue, sur le bon sens terre à terre de certains et puis l'aspiration de femmes à l'époque de Molière pouvoir investir des champs plus intellectuels et qui leur étaient pas forcément largement réservés. Je trouve que Mmh. donc cette relecture d'un tout petit extrait qui est riche de sens par des auteurs actuels et qui en ont fait, mais là je laisserai la surprise, des réinterprétations tout à fait touchantes pour Oui. certaines, drôles pour d'autres.
voilà, cette bascule et ouais, c'est peut-être la proposition qui me touche beaucoup parce que vraiment ça fait appel à un apprentissage, de Mmh. petite fille, très scolaire et ça a bouleversé en fait une manière de voir des textes que j'avais vus à l'école. En racontant ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à Michel Tremblay qui abordait, la question, mais avec le joual au Québec et ça fait une super transition comme ça pour ma prochaine question. Quelle est la place exactement, de la diversité linguistique dans le sens, est-ce que l'argot va avoir sa place? Est-ce que, bah, les dialectes en France? Est-ce que les dialectes sociolectes au Québec? Toute la diversité de la francophonie va trouver une place dans la Cité de la langue française? Alors oui, c'est vraiment, c'était, la volonté, du commissariat scientifique et du Centre des monuments nationaux de faire, Mmh. cette place à la diversité, linguistique, à la fois en France, et dans ces territoires, ultramarins, mais également, dans l'espace, francophone. Alors certes, on n'a pas pu tout dire Mmh. et tout expliquer, dans ce seul parcours, parce qu'en plus je vous ai pas parlé de la dernière séquence, mais cette diversité, elle est présente, vraiment tout du long du parcours. Dans cette première salle autour de la création en langue française, on s'attache à montrer, toute la richesse de la création, francophone et le Québec effectivement, a sa place parce qu'ils nous ont alimentés, en propositions d'extraits, de films, de musique, avec des interprètes qui ont joué avec, la langue. Donc on a véritablement, on pourra entendre et voir des expressions, en langue française, québécoise en l'occurrence, Mmh. venant d'autres pays et ensuite, ces rendez-vous émaillent, le parcours. On entendra chanter, l'accent, québécois Mmh. dans cette grande mosaïque des francophones. Évidemment, quand on parle de colonisation, on est sur ce champ-là et d'ailleurs, le Québec, nous prête pour cette salle sur, la question de la langue française au Canada, une enseigne qui illustre le fait que les Québécois, luttent pour leur langue et multiplient les outils pour rappeler qu'il faut parler français. Ouais. Heu, donc on a vraiment plusieurs rendez-vous et effectivement, l'argot sera présent notamment dans la salle de la norme et l'usage, puisqu'il y a Oui. des mots d'argot qui font partie des usages d'aujourd'hui, des expressions qui viennent des cités, qui maintenant rentrent dans le dictionnaire. Donc ça vraiment on l'évoque. On a un jeu qui s'appelle le tétraglotte, donc il y a un Mmh. néologisme. On s'est autorisé, quelques néologismes dans notre parcours, où on montre, même chose, pour une phrase ayant un même sens, les différentes manières de le dire, dans un Oui. langage soutenu, en utilisant une langue régionale, en utilisant des mots d'argot ou des expressions, très familières. Donc, on a des éléments comme ça et puis, peut-être que la partie qui est, la moins internationale, c'est notre dernière séquence sur la langue, Une affaire d'État. Donc en fait, qui nous conduit, à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, enfin qui Oui. montre la place de la langue comme instrument politique en France. Mais on a essayé, même chose dans cette séquence qui est peut-être plus franco-française, d'ouvrir, le sujet à des préoccupations qui peuvent être très présentes, dans d'autres pays. Donc par exemple, dans la salle où on expose le fait que, en 1992 a été inscrit dans la Constitution que le français est la langue de la République et donc on montre que ça se fait dans un contexte de construction Mmh. européenne, que dans un contexte où également l'anglais est très présent, que cette affirmation dans la Constitution a pour, alors c'est sans doute très réducteur de dire pour équivalent, mais en tout cas comme démarche un peu, parallèle, les réglementations, au Québec, Oui. autour de la loi 101 qui, même chose, essayent d'affirmer, l'usage d'une langue dans les Mmh. fonctionnements, dans les champs de la vie quotidienne de tous les citoyens. Et donc, dans cette partie-là, même franco-française, on montre combien, en fait, cette affirmation, la langue de la République et le français
est une affirmation, est une réalité, mais qu'elle cohabite. C'est même pas une cohabitation, c'est qu'elle est de manière étroitement liée avec des langues régionales qui existent, certaines de manière très dynamique, d'autres moins. D'autres langues qui sont parlées en France et qui ne sont pas forcément des langues régionales, mais plutôt des langues de France. Voilà, on interroge toujours la langue française telle qu'on la connaît, mais toujours dans ses rapports aux autres langues. Et la dernière salle sur l'ordonnance permet de revenir au geste, à ce qui est fondateur de cette cité au château de Villers-Cotterêts, c'est-à-dire c'est ici qu'a été signée l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui impose l'usage de la langue française dans les actes administratifs et les actes juridiques et judiciaires de l'administration du Royaume de France à l'époque de François Ier, et de montrer que cet acte a effectivement on est héritier avec la langue de la République et le français, mais que ce régime linguistique en France est en fait un régime parmi d'autres, puisque d'autres pays dans le monde ont fait d'autres choix. Certains du bilinguisme, d'autres ont 4 langues officielles. En Afrique du Sud, il y en a 11. Et donc, voilà, cette dernière partie qui ramène le visiteur à ce qui fait le sens de cette cité à Villers-Cotterêts est aussi l'occasion de réouvrir au monde en interrogeant le visiteur sur quel est le régime linguistique de votre pays, quelle est la relation que vous avez avec votre langue et le Québec. Je reviens au Québec puisqu'il fait partie aussi de cette dernière salle comme étant un exemple de bilinguisme qui sera présenté dans la même salle que l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Justement, c'était mon avant-dernière question, le Québec, puisque dans l'émission de Vive Voix sur RFI, j'ai entendu que le Québec a très bien accueilli le projet. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que des autorités linguistiques québécoises vous ont contacté pour faire partie du projet? Ou c'est vous qui êtes allé chercher les Québécois? Alors, il aurait fallu poser la question à Valérie Sangor, parce que c'est elle qui a noué les partenariats. D'accord. Toujours est-il que pour le parcours de visite, je ne pense pas qu'on ait noué des liens nouveaux. C'était déjà des discussions qui étaient en cours. En revanche, c'est vrai, on a eu un très très bon accueil et d'engagement à la fois de la part de QLF et puis de la part du ministère qui est en charge de la langue française à Québec. Et c'est vrai qu'ils sont extrêmement présents dans la construction d'une partie des dispositifs où justement on avait cette ouverture vraiment très très largement francophone. C'est un très beau partenariat qui pourra certainement aboutir ensuite à l'ouverture de la cité, mais je pense que vous avez déjà dû en parler avec Valérie Sangor, à des résidences qui ont déjà d'ailleurs commencé, c'est-à-dire vraiment tout ne s'arrête pas au parcours permanent, c'est vraiment un partenariat qui va suivre, à mon avis, à long terme, la vie de la cité. Donc alors ma dernière question, nous y voilà. L'appel à projet auquel nous avons répondu et dans le cadre duquel se déroule cette interview s'appelle Diversité un plus. Alors nous, en tant que média FLE, on a compris ça comme diversité linguistique un plus. Et donc ma question, est-ce que c'est vraiment un plus, la diversité linguistique? Bon, c'est là où je suis la moins en capacité de répondre, donc je vais faire une réponse très personnelle. Je pense que la diversité linguistique permet d'appréhender un autre monde que le sien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie. Vous venez d'écouter Balance ton fleu. Ce podcast a été produit et réalisé par Lisa Perdriel et Zoé Duval. Retrouvez des informations complémentaires et les ressources citées dans l'épisode sur notre site internet balancetonfleu.fr. La bande-son de cet épisode a été réalisée par Karma Instru et le montage par Aude Langlois.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt.